30 ans à m'occuper des morts, rien ne m'avait préparé à Catherine Brennan agenouillée sur une tombe vide, murmurant « J'ai vu mes propres funérailles et ça... » Sa disparition révéla la malédiction familiale. Chaque génération, une femme Brennan rêve sa mort puis meurt exactement comme prédit. Sarah vient d'arriver. Il existe des vérités qui ne viennent que de la collaboration avec les morts pendant des décennies. Des vérités qui s'installent profondément dans vos os comme la brume du matin s'élevant de la terre fraîche. J'ai porté une telle vérité pendant près de 8 mois maintenant. Ce n'est qu'aujourd'hui, assis dans mon petit bureau surplombant la section esthétique du cimetière de Millfield, que j'ai trouvé le courage de partager ces événements. Je m'appelle Thomas Whitmore. Pendant 32 ans, j'ai été responsable des espaces verts au cimetière de Millfield. C'est un grand endroit, 140 acres, à la lisière du comté d'Ashford. Prendre soin des morts n'est pas un travail de luxe, mais c'est un travail honnête qui m'a appris sur le chagrin, la peur et le strange confort de savoir que chaque âme a un endroit où se reposer. Le cimetière a commencé en 1847. Il y a différentes sections. Il y a la vieille zone victorienne avec des monuments élégants, la section militaire où les vétérans reposent en rangées bien ordonnées, le jardin des enfants avec des pierres plus petites et des sections plus récentes où des marqueurs en granit moderne s'étendent vers la route du comté. Je connais chaque chemin, chaque arbre, chaque coin de cet endroit comme ma propre maison. Au cours de toutes ces années, ici, j'ai appris les motifs du chagrin. Je peux faire la différence entre la douleur fraîche d'une nouvelle veuve et la tristesse installée d'une personne qui visite la même tombe depuis des décennies. La plupart des gens suivent en DA schéma que je peux prédire. Après 30 ans à observer, très peu de choses me surprennent sur la façon dont les gens agissent face à la mort. Cela a changé un mardi matin au début de mars lorsque je l'ai remarqué pour la première fois. Je travaillais dans la section victorienne quand j'ai vu une femme marchant lentement sur le chemin principal vers les sections plus récentes. Elle avait environ 40 ans avec des cheveux foncés noués en un style simple. Elle portait un long manteau gris qui semblait trop lourd pour le temps printanier doux. Ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas son apparence, mais l'endroit où elle allait. Elle s'est arrêtée à un endroit sur la section C, rang 15, espace 23. Je connaissais bien cet endroit car c'était l'un des rares terrains vides restant dans cette zone, juste un petit rectangle d'herbe entre des tombes existantes. La femme s'est agenouillée à côté de l'espace vide. Elle a placé un petit bouquet de roses blanches sur l'herbe et y est restée pendant près de 20 minutes. Sa tête était penchée comme si elle priait. Elle est revenue le lendemain et le jour suivant, toujours à 10h30 du matin, toujours avec des roses blanches, toujours agenouillée au même endroit, exactement pendant 20 minutes. À la fin de la semaine, je me suis retrouvé à chronométrer mon travail pour surveiller ses visites. J'étais curieux à propos de cette femme qui semblait pleurer un seul vide. Vendredi, j'ai décidé de lui parler. Alors que je marchais vers la section C, je m'entraînais à ce que je devrais dire. Je prévoyais d'être gentil mais clair sur les règles du cimetière. « Excusez-moi, madame », dis-je doucement. « Je suis Thomas Whitmore, le responsable des espaces verts ici. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous visitiez cet endroit particulier. » Elle a levé les yeux vers moi avec des yeux bleus vifs, remplis d'une tristesse si profonde que cela m'a fait reculer. Lorsqu'elle a parlé, sa voix était à peine un murmure. « Je suis désolé si je ne suis pas censé être ici. Je sais que ce n'est pas encore, mais je voulais m'assurer que c'était prêt, qu'il était entretenu. » « Prêt pour quoi ?» ai-je demandé, bien que quelque chose dans sa voix m'ait empêché de vouloir entendre la réponse. « Pour quand je serai enterré ici ?» répondit-elle simplement. « Cela ne va pas tarder maintenant. » La manière factuelle dont elle l'a dit m'a glacé. Je me suis agenouillé à côté d'elle, essayant de comprendre ce que j'étais en train d'entendre. « Madame, êtes-vous malade ? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir à propos de ce terrain ?» Elle secoua lentement la tête. « Je ne suis pas malade, monsieur Whitmore, du moins pas de la façon dont vous l'entendez, mais je sais que je serai ici bientôt. Je l'ai vu. » « Vu quoi ?» Elle resta silencieuse un long moment, ses doigts arrangeaient soigneusement les roses blanches. Lorsqu'elle finit par parler, sa voix portait un poids qui semblait trop lourd pour quelqu'un d'aussi jeune.
Mes funérailles? J'ai vu mes propres funérailles, Monsieur Whitmore. Je sais exactement comment cela se passera, quand cela se passera et où je serai enterré, juste ici, à cet endroit. J'ai ce même rêve depuis 3 mois maintenant. Chaque nuit, je ne savais pas comment répondre à une telle déclaration. Au cours de mes années au cimetière, j'avais rencontré de nombreuses personnes, confrontées au chagrin et à la détresse mentale, mais je n'avais jamais entendu quelqu'un parler avec une telle certitude de sa propre mort. Quel est votre nom ? Demandai-je doucement. Catherine Brennan. Et avant que vous ne posiez la question, non, je n'ai pas acheté ce terrain, je n'ai pas de famille enterrée ici, je n'étais même jamais venu dans ce cimetière avant il y a 3 mois, mais dans mon rêve, c'est ici que je suis, cet endroit exact. Mademoiselle Brennan, les rêves peuvent être très puissants, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles, mais ce ne sont pas des prédictions. Je sais à quoi ça ressemble. Elle m'interrompit. Je sais que vous pensez que je suis dérangé, mais ce n'est pas le cas. Je suis bibliothécaire à la bibliothèque du comté. J'ai un petit appartement sur Elm Street. Je vis une vie parfaitement ordinaire, à part ses rêves. Elle se leva, essuyant l'herbe de ses genoux. Je reviendrai demain, Monsieur Whitmore, et le jour suivant, jusqu'à ce que cela arrive. Avant que je puisse répondre, elle s'éloignait. Son manteau gris flottait dans la brise matinale. Je restais agenouillé à côté du terrain vide, fixant les roses blanches, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Ce soir-là, j'ai vérifié les dossiers du cimetière. La section C rang 15, espace 23, était en effet vide et disponible à la vente. Il n'y avait pas de réservation, pas de vente en attente. J'ai également recherché les inhumations précédentes avec le nom Brennan et j'en ai trouvé 3. Patrick Brennan en 1923, Mary Brennan en 1956 et Daniel Brennan en 1978. Tous étaient dans des sections différentes, aucun près du terrain que Catherine avait visité. Le lendemain matin, Catherine est arrivée exactement à 10h30. Ce schéma a continué pendant une semaine de plus. Chaque matin, Catherine Brennan arrivait pour s'occuper d'une tombe qui n'existait pas, pleurant une mort qui n'avait pas eu lieu. Le mardi suivant, exactement 2 semaines après que je l'avais remarqué pour la première fois, Catherine ne vint pas. À 11h, j'étais vraiment inquiet. Ses visites étaient devenues si régulières que son absence semblait dérailler. Je marchais vers la section C et trouvais les roses blanches de la veille encore sur l'herbe. Elles étaient fanées mais non perturbées. Elle ne vint pas mercredi non plus, ni jeudi. Vendredi, j'étais assez inquiet pour conduire jusqu'à la bibliothèque du comté. La bibliothécaire principale a confirmé que Catherine Brennan y travaillait, mais avait appelé pour signaler qu'elle était malade mardi et n'avait pas été entendue depuis. Ce n'est pas dans ses habitudes, dit la bibliothécaire. Catherine est l'une de nos employées les plus fiables. Nous essayons de la joindre, mais elle ne répond pas à son téléphone. J'ai obtenu son adresse et me suis rendu à l'immeuble d'appartement sur Elm Street. Le propriétaire m'a laissé entrer après que j'ai expliqué mon inquiétude. L'appartement était petit mais soigné, avec des étagères de livres couvrant chaque mur et un chat gris qui miaulait tristement. Il n'y avait aucun signe de lutte, mais il n'y avait également pas de signe de Catherine. Son lit semblait avoir été occupé, mais les draps étaient froids. Nous avons appelé la police et dans l'heure qui a suivi, 2 officiers sont arrivés pour rédiger un rapport de personnes disparues. L'un d'eux semblait particulièrement intéressé lorsque j'ai mentionné ses visites quotidiennes au cimetière. Vous avez dit qu'elle visitait une tombe vide? Ça n'a pas vraiment une tombe, ça avait juste un terrain vide. Elle a dit qu'elle avait des rêves de son inhumation. Dès que le week-end est passé sans aucune nouvelle de Catherine, je me suis retrouvé à passer devant la section C plusieurs fois chaque jour, à moitié espérant la voir agenouillée là avec ses roses blanches. Lundi matin, je travaillais près du jardin des enfants lorsque j'ai entendu des véhicules approcher. Je levai les yeux pour voir un corbillard suivi de 2 voitures se dirigeant vers les sections plus récentes. Le corbillard s'est arrêté près de la section C et j'ai observé le directeur des funérailles commencer à décharger un cercueil en bois simple. Je m'approchais du directeur des funérailles, il y a un homme nommé Peterson que j'avais souvent côtoyé. « Bonjour Tom », dit-il, regardant un tableau. « Nous avons une inhumation programmée pour la section C, rang 15, espace 23, service funèbre simple. » Mon sang se glaça. Quel est le nom ?
Catherine Brennan, décédée vendredi soir, suicide apparent, trouvé dans son appartement par le propriétaire. Étrange chose cependant, elle a laissé des instructions précises sur l'endroit où elle voulait être enterrée. Elle avait même écrit le numéro exact du terrain. Le monde sembla pivoter autour de moi. Je regardais en direction du terrain vide où Catherine avait été agenouillée tant de fois, où elle m'avait dit avec une telle certitude qu'elle serait enterrée. Tom, ça va ? On dirait que tu as vu un fantôme. Je voulais lui parler des visites de Catherine, de ses rêves, d'autres rêves, de l'impossible certitude avec laquelle elle avait prédit sa propre mort et son inhumation. Mais comment pourrais-je expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même ? La cérémonie fut brève et peu de gens vinrent. Un couple âgé prononça quelques mots sur la nature tranquille de Catherine. Son superviseur à la bibliothèque parla de son dévouement à son travail. Personne ne parla de rêve ou d'avertissement sur l'avenir. Ils enterrèrent Catherine Brennan comme si elle n'était qu'une personne de plus qui était morte trop jeune. Alors que la famille funèbre s'en allait, je restais près de la nouvelle tombe, fixant le monticule de terre qui recouvrait maintenant le cercueil de Catherine. Les roses blanches qu'elle avait laissées le mardi précédent étaient encore éparpillées à proximité. Leurs pétales séchés se mêlaient à la terre. Ce soir-là, j'ai décidé d'explorer plus en détail Catherine Brennan. Le lendemain matin, je suis retourné à la bibliothèque du comté et j'ai parlé à son superviseur, William Hayes. Elle était l'une de nos meilleurs employés, me dit-il. Elle avait un talent particulier pour aider les gens dans leur recherche sur l'histoire familiale. A-t-elle déjà mentionné avoir des rêves étranges? Hayes avait l'air surpris. Des rêves, je ne me rappelle pas. Pourquoi, demandez-vous? J'ai expliqué les visites de Catherine au cimetière. Hayes écoutait avec une inquiétude croissante. Elle semblait différente ces derniers mois, plus retirée, plus triste. J'ai supposé qu'elle avait des problèmes personnels. Hayes me montra le bureau de Catherine et me laissa examiner ses dossiers de travail. La plupart étaient routiniers, mais un dossier a attiré mon attention. Recherche personnelle, histoire de la famille Brennan. Elle a commencé ce projet il y a environ 3 mois, dit Hayes, 3 mois, le même moment où Catherine avait commencé à avoir ses rêves. J'ai demandé si je pouvais examiner le contenu et Hayes a accepté. Les dossiers contenaient des recherches détaillées sur l'histoire familiale axées sur la lignée de la famille Brennan dans le comté d'Ashford. Catherine avait retracé sa famille sur plusieurs générations en prêtant une attention particulière aux décès dans la famille. Selon ses notes, Catherine était descendante d'une femme nommée Bridget Brennan qui était morte en 1884. Dans des circonstances que Catherine avait marquées, enquêter davantage. Un schéma troublant commence à émerger. Plusieurs femmes de la lignée Brennan étaient mortes jeunes, souvent dans des circonstances mystérieuses. Bridget Brennan en 1829, Margaret Brennan en 1923, Rose Brennan en 1956 et Patricia Brennan en 1989. Toutes étaient mortes entre l'âge de 32 et 38 ans. Toutes étaient mortes en mars. Catherine avait 34 ans lorsque elle était morte. Nous étions maintenant en mars. La découverte la plus troublante était une note manuscrite glissée dans le dossier. Dans l'écriture soignée de Catherine, le schéma continue. Chaque génération, une femme, toujours en mars, toujours jeune, toujours seule. Les rêves deviennent plus forts. Je pense que je comprends maintenant pourquoi ils viennent d'abord au cimetière. Ils disent adieu. Bien, j'ai passé le reste de la journée à la bibliothèque à utiliser leurs ressources pour vérifier les découvertes de Catherine. Les femmes Brennan n'étaient pas seulement mortes jeunes, elles étaient toutes mortes par suicide. Et selon les certificats de décès et les comptes rendus de journaux, plusieurs avaient été retrouvés avec des notes exprimant des rêves étranges sur leur propre mort. Margaret Brennan, en 1923, avait écrit sur Bit à voir l'endroit où je reposerai. En 1956 avait mentionné des rêves de fleurs blanches et de terre sombre. Patricia Brennan, en 1989, avait laissé une idée disante:
j'ai vu ma tombe et il est temps. Mais la découverte la plus troublante a eu lieu lorsque j'ai recherché Bridget Brennan. Selon un article de journal de 1889, Bridget avait été trouvée morte avec une note disant « Et j'ai visité ma tombe pendant des semaines, l'entretenant comme si elle était déjà occupée. Les rêves ne s'arrêteront pas. » L'article mentionnait que Bridget avait été vue peu fréquemment au cimetière local dans les semaines précédant sa mort, agenouillée dans une section vide et plaçant des fleurs sur le sol nu. Les similitudes avec le comportement de Catherine étaient indéniables. Pendant plus d'un siècle, les femmes de la lignée Brennan avaient expérimenté le même phénomène. Des rêves sur leur propre mort, des visites constantes au cimetière et une connaissance impossible de quand et où elles seraient enterrées. Ce soir-là, je me suis promené dans le cimetière, comme je le faisais souvent. Lorsque je suis passé près de la tombe de Catherine, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Là, sur le monticule frais, se trouvait un petit bouquet de roses blanches. Je m'approchais lentement, le cœur battant. Les roses étaient fraîches, clairement placées là récemment. Mais qui aurait pu les laisser ? Alors que je m'agenouillais pour examiner les fleurs, j'ai entendu des pas sur le chemin de gravier derrière moi. Je me suis tourné lentement et j'ai vu une jeune femme, peut-être dans la fin de la vingtaine, avec des cheveux foncés et une peau pâle. Elle tenait des roses blanches. La ressemblance avec Catherine était frappante. Excusez-moi, dit-elle doucement. Je cherche la tombe de Brennan, Catherine Brennan. Je la regardais, incapable de parler. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me rappelait la profonde tristesse de Catherine. « Êtes-vous de la famille ?» parvins-je à demander. « Cousine éloignée, je viens d'apprendre la mort de Catherine. Je voulais lui rendre hommage. » Elle s'arrêta, regardant autour d'elle avec une expression que je ne pouvais pas vraiment lire. C'est un endroit paisible. Je comprends pourquoi elle l'a choisi. Connaissiez-vous bien Catherine ? Elle secoua la tête. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j'ai récemment eu des rêves à son sujet. Des rêves étranges sur des cimetières et des fleurs blanches. J'ai ressenti le besoin de venir ici. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Je regardais cette jeune femme avec les roses blanches dans ses mains et la tristesse familière dans ses yeux. Quel est votre nom ? Demandai-je. J'aimais bien que je redoutasse la réponse. Emma Brennan. Je fermais les yeux, sentant le poids d'une malédiction vieille de 100 ans se répandre autour de nous. Quand je les rouvris, Emma était agenouillée près de la tombe de Catherine, arrangeant ses roses. « Mademoiselle Brennan, depuis combien de temps avez-vous ces rêves ?» Elle leva les yeux avec des yeux qui portaient la même terrible certitude que j'avais vue sur le visage de Catherine. Ils ont commencé il y a une semaine, juste après la mort de Catherine. Chaque nuit, le même rêve. Je suis ici dans ce cimetière, mais pas en visite, je reste. Pendant l'heure suivante, alors que le soleil se couchait sur le cimetière de Millfield, je racontais à Emma Brennan tout ce que j'avais appris sur l'histoire tragique de sa famille. Je lui montrais les recherches de Catherine, les articles de journaux, les certificats de décès documentant un schéma de femmes jeunes mourant par suicide après avoir vécu des rêves leur révélant l'avenir. Emma écouta en silence, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque révélation. Quand j'eus terminé, elle resta silencieuse pendant plusieurs minutes. « Donc c'est vrai !» dit-elle enfin. « Les beaux rêves ne sont pas juste des rêves. Je ne sais pas ce qu'ils sont, mais je sais qu'ils sont réels. Catherine savait exactement quand et où elle mourrait. Et maintenant, c'est votre tour. » La voix d'Emma était plate, sans émotion. « Ça n'a pas à être ça. Savoir pour le schéma, peut-être que c'est suffisant pour le briser. » Emma me regarda avec un sourire triste. « Monsieur Whitmore, vous ne comprenez pas. Les rêves ne me montrent pas ce qui pourrait arriver, ils me montrent ce qui arrivera. J'ai vu mes propres funérailles, tout comme Catherine l'a fait. » Où ? demandai-je, effrayé d'entendre la réponse. Emma se dirigea vers un autre terrain vide dans la même rangée. Juste ici, section C, rang 15, espace 24, juste à côté de Catherine. Emma, vous pouvez lutter contre ça, vous pouvez obtenir de l'aide. Elle secoua la tête. J'ai essayé de lutter, mais ils deviennent de plus en plus forts, plus réels, et je commence à comprendre quelque chose que Catherine comprenait aussi.
Qu'est-ce que c'est? Nous ne sommes pas forcés de mourir, nous sommes appelés à la maison. Les rêves ne sont pas une malédiction, ce sont une invitation. Allez-vous faire quelque chose pour moi? Demanda Emma. Bien sûr. Quand cela arrivera, et cela arrivera dans quelques semaines, pourriez-vous vous assurer que je sois enterré ici à côté de Catherine? Pourriez-vous vous assurer que quelqu'un apporte des roses blanches? Je voulais refuser, mais en regardant son visage, voyant la même certitude qui avait marqué les dernières semaines de Catherine, je me suis retrouvé à hocher la tête. Et veillerez-vous sur la suivante? Parce qu'il y aura une suivante, une autre femme Brennan qui commencera à avoir des rêves après que je sois parti. Pourriez-vous l'aider à comprendre? Je la regardais dans les yeux, voyant non pas de la folie, mais une étrange forme de sagesse, et j'ai fait une promesse que j'espérais ne jamais avoir à tenir. Emma Brennan est morte 3 semaines plus tard, un mardi soir à la fin de mars. Elle a été trouvée dans son appartement après avoir pris une overdose de somnifères. Comme Catherine, elle a laissé une note spécifiant exactement où elle voulait être enterrée. J'ai assisté à ses funérailles et j'ai placé des roses blanches sur la terre fraîche. C'était il y a 6 mois. Il y a 2 semaines, j'ai remarqué une nouvelle visiteuse. Elle semble avoir une vingtaine d'années avec des cheveux roux et des yeux verts. Elle vient tous les quelques jours portant des roses blanches, s'arrêtant à un terrain vide dans la section C, rang 15, espace 25. Lorsque je me suis approché d'elle hier, elle s'est présentée comme Sarah Brennan et m'a dit qu'elle avait des rêves à propos d'être enterrée dans ce cimetière. Le cycle continue, comme je le savais. Alors que j'écris ces mots, je me prépare à avoir la même conversation avec Sarah que j'ai eue avec Emma, pour partager la même terrible connaissance sur l'histoire de sa famille. Je suis devenu le gardien de leur histoire, le témoin de leur parcours, le gardien de leur lieu de repos final. Ce n'est pas un rôle que j'ai cherché, mais c'est un rôle que j'ai appris à accepter. Demain, je parlerai à Sarah Brennan. Je lui raconterai l'histoire de ses cousines à propos du schéma qui a façonné sa famille pendant plus d'1 siècle. Et quand son heure viendra, comme je le sais qu'elle viendra, je m'assurerai qu'elle soit enterrée dignement et se souvienne avec amour. Les morts m'ont appris que nous sommes tous liés par des fils que nous ne pouvons pas voir, liés par des histoires qui ont commencé longtemps avant notre naissance. Les femmes de la famille Brennan comprennent cela d'une manière que la plupart d'entre nous ne comprendra jamais. Et dans leur compréhension, elles trouvent une paix qui va au-delà de la peur de la mort. La vigie du gardien continue, comme elle doit, comme elle l'a toujours fait, dans les espaces silencieux entre les vivants et les morts. Certaines histoires s'écrivent d'elles-mêmes, et certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui sont prêts à écouter les murmures qui s'élèvent de la terre comme la brume du matin, portant les voix de ceux qui sont partis avant et ceux qui sont encore à venir.